c'est parti. Donc, rappel. D'accord? Donc ça, c'est un rappel sur les complexes. On s'en servira que ici. Donc, je le mets dans le cours de physique. D'accord? Mais c'est un truc général. Si un complexe s'écrit... Je sais pas pourquoi je le mets en blanc, d'ailleurs. Je vais le mettre directement en orange. Hein, parce que... Si un complexe Z bar s'écrit, enfin, je vais l'appeler X bar. Tiens, comment je vais l'appeler? Attendez. Oh bon. J'hésite à utiliser la formulation mathématique, mettre des Z, mais je ne veux pas que vous le confondiez avec l'impédance, parce que forcément. Donc j'essaie juste de trouver un truc intelligent. Bon, je vais l'écrire X bar comme. Ouais, c'est ce... Bon, ok, je vais le faire autrement. Ouais, bon, Ah, ça m'agace. Ok, je vais l'appeler C, tiens, voilà. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Non, c'est condensateur. Non, mais je cherche une lettre intelligente pour que ce soit à la fois explicite pour vous et machin chose. Donnez-moi des idées. Ouais. Un Z sans barre, vous confondez pas, c'est bon? Ça vous rappellera votre cours de maths, pas de problème? D'accord. Ok, donc je prends le formalisme des maths. Voilà. Si un complexe Z s'écrit de la façon suivante. Partie réelle de Z plus J partie imaginaire de Z. Donc ça, c'est pas si c'est écrit comme ça, je rappelle que tous les complexes s'écrivent comme ça, d'accord? Mais avec une caractéristique supplémentaire qui m'intéresse, avec partie réelle de Z strictement positive. D'accord? Donc là, donc ça veut dire que votre complexe, il est dans cette partie-là du cercle trigonométrique, d'accord? Alors, un argument de Z est argument de Z est égal à arc tangente de la partie imaginaire de Z sur la partie réelle de Z. Voilà. Voilà la formule que vous utiliserez tout le temps. Elle est fort pratique. Alors, c'est hyper simple à voir. Pour ça, je dessine un magnifique cercle trigonométrique. Si mon complexe vérifie ça, ça signifie que grosso modo, il se balade dans ce demi-cercle ouvert. D'accord? Puisque la partie réelle n'a pas d'être nulle. Donc par exemple, il est ici. Hein, voilà. Et un argument, je vous rappelle, c'est ici. D'accord? Et en fait, vous remarquez que le cercle trigonométrique, mais ça, si vous avez revu le cours qu'on a fait ensemble sur les fonctions trigonométriques, vous êtes retombé là-dessus. D'accord? En fait, ce triangle rectangle-là, ici, vous avez la partie imaginaire de Z, et ici, vous avez la partie réelle de Z. D'accord? Donc, si la partie imaginaire de Z est positive, ça vous donne directement ce truc-là par les relations du triangle rectangle normal. Et en fait, dès que la partie imaginaire de Z devient négative, vous allez utiliser simplement l'imparité de tangente. D'accord? Pour dire que arc tangente ou de arc tangente dans cette histoire-là. Donc ça marche bien ici parce que je rappelle que arc tangente est à valeur dans moins pi sur 2, ce qui tombe bien, vu qu'un argument d'un truc avec une partie réelle positive est bien dans moins pi sur 2, ouvert. D'accord? Alors, donc ce truc-là, c'est le seul théorème. Alors, il y en a deux, en fait. Je sais pas, M. Lévy, il le faisait avant. Il a décidé qu'il le faisait plus, ce truc-là avec l'arc tangente. Non, vous l'avez pas vu, en tout cas. Voilà, donc, en fait, des formules comme ça, il y en a deux. Il y a celle où la partie réelle est positive, et puis, bien entendu, celle où la partie réelle est négative. Et puis, il y a le cas où la partie réelle est nulle, mais ça, c'est pas compliqué. C'est tout simplement pi sur 2 fois le signe de la partie imaginaire. Et en fait, moi, j'aime pas que vous ayez deux formules dans la tête, je trouve ça trop compliqué, surtout que l'autre, elle est pénible. Ce que j'aimerais, c'est que vous retrouviez les choses et donc appliquer ça sur l'exemple qu'on a vu hier. D'accord? Donc, on avait donc, si vous vous souvenez bien, que phi de U, c'était l'argument de UM bar
Et donc, c'était l'argument, donc on l'avait écrit, on avait dit que c'était l'argument de E, plus l'argument, alors en haut, c'était un R plus JLC oméga, c'est ça? Ouais, R plus JL oméga. Et moins l'argument de, alors j'avais un 1, j'avais un moins LC oméga 2, et j'avais un plus J RLC oméga. Voilà, comme ça, tu as l'expression corrigée avec tous les bons signes et les bons trucs. C'était ça qu'on avait? Non. C'est pas normal. Si, c'est... Non, c'est pas normal. Il y a des R qui manquent partout, c'est ça? C'est R. Ouais. Non. Et... Ah oui, d'accord. Et le dernier, il était bon. Donc ça, c'est JL oméga, et ça, c'est RLC oméga. Non. Sinon, c'est pas homogène. Voilà, d'accord. Pardon. Une mémoire comme ça, c'est un peu pénible. On est d'accord là-dessus? Donc j'ai beaucoup brodé sur cet exemple pour voir comment ça marche. Donc bien sûr, on aimerait bien avoir une expression plus simple que ça, et en particulier, la fonction argument est une fausse fonction. C'est pour ça que M. Lévy ne la fait pas, parce que justement, il y a des problèmes de modulo, il y a des trucs comme ça. D'accord? Donc en gros, par contre, arctangente, elle, c'est une fonction qui a une définition propre. Donc on va aller faire un par un. On avait déjà traité l'argument de E hier. Ça vaut quoi l'argument de E? 0 parce que E est un réel positif. D'accord, hein? Donc ça, c'est 0. Donc... car E appartient à R+. Et donc, il n'y a pas de problème dans cette histoire. Ensuite, ce truc-là. D'accord, j'ai l'argument, donc, et vous aurez toujours des trucs comme ça, d'un complexe écrit sous la forme algébrique. Bien sûr, s'il est écrit sous forme exponentielle, vous ne vous posez pas de question, l'argument, c'est juste qu'il y a en haut. Okay. Donc là, ici, est-ce que ça correspond bien aux critères d'application de ce théorème? Oui, puisque grand R par définition est une résistance, et grand R est strictement positif par définition. Donc il n'y a pas de problème, ça c'est donc plus l'arc tangente de L oméga divisé par grand R. Jusque-là, tout va bien. D'accord? Et là, bien sûr, on aimerait bien faire exactement la même chose pour le truc suivant. Est-ce que je peux faire ça sans problème majeur? Non, pourquoi? Parce que dans la partie réelle, il y a une différence, et donc en fait, vous ne savez pas si la partie réelle est positive ou négative. Pire que ça, en fonction des valeurs de oméga, ça va changer de signe. Vous voyez bien que si oméga vaut 0, effectivement, la partie réelle va être positive, mais dès que oméga va devenir suffisamment grande, en l'occurrence typiquement plus grande que 1 sur racine de LC, la partie réelle va devenir négative. Et ça c'est un truc sur lequel vous allez tomber extrêmement souvent, pour une raison très simple, c'est que cette partie réelle-là, elle provient structurellement du fait que vous avez le terme de dérivation au degré 0 et le terme de dérivation au degré 2. D'accord? La dérivée seconde, c'est le moins oméga carré. Donc c'est là, dès que vous avez un circuit d'ordre 2, des termes comme ça, vous les aurez à chaque fois. Donc il faut savoir se dépatouiller de ce truc-là. Alors, la méthode que je vais vous donner ne marche pas, quel que soit l'ordre du circuit, mais par contre, elle marche extrêmement bien pour les circuits d'ordre 2. Et les circuits d'ordre 1, vous n'en aurez pas besoin, puisque ce sera comme ça. Et les circuits d'ordre 3, vous n'en croiserez pas. Donc, ça mérite d'être cool. Est-ce que par contre la partie imaginaire est de signe constant? Oui, d'accord, hein, L oméga, c'est positif, il n'y a pas de problème. Donc oui, moi ce que je vais faire ici, je vais faire une petite manipulation. Je vais factoriser par J. D'accord? Je vais factoriser par J. Ok? Donc je vais écrire que ça c'est l'argument de J. Donc je vais mettre des grands crochets ici. Facteur de L oméga. D'accord? Ça c'est la partie imaginaire. Et factoriser par J, ici, ça reviendrait à tout diviser par J, donc tout à multiplier tout par moins J. D'accord? À la limite, je le détaille si vous préférez. Ça fait donc plus R moins RLC oméga 2 divisé par J. D'accord là-dessus? Et donc, excusez-moi, il faut que je continue là-bas, mais ça, c'est pas très très grave. Ça, c'est juste une technique que vous devez connaître à un moment donné ou à un autre. Donc, ça fait que phi U. Donc là, je vais pouvoir compacter un peu. J'ai donc arc tangente de L oméga sur grand R, pas de problème. Moins. Et là, vous voyez que j'ai l'argument d'un produit. Donc ça, je vais pouvoir le casser en deux. Je vais donc dire que c'est moins l'argument de J, moins l'argument, donc on prend un peu plus de place, moins l'argument de tout ce qui reste, c'est-à-dire L oméga. Et vous voyez que divisé par J, ça revient à multiplier par moins J. Ça, c'est clair pour tout le monde, ce truc. On va l'utiliser hyper souvent. Donc ça revient à dire que c'est plus J en inversant, enfin en opposant plus exactement la somme.
plus J facteur de RLC oméga 2 moins R. On est d'accord avec ça? Oui. C'est pas l'argument de UM. Alors Oui, mais c'est. module de UM bar. Non. L'argument de UM, ça vaudrait 0, vu que c'est un réel. C'est l'argument de UM bar. Hein. Si j'ai écrit UM hier, c'est faux. Hein. Voilà, les UM est égal au module de UM bar. Oui, ça je suis d'accord. Donc c'est l'argument de. Mais l'argument de UM, c'est au 0. Vous êtes d'accord que l'argument du UM c'est au 0, c'est un réel positif, c'est un module. Prenez jamais l'argument du module, ça, enfin, c'est pas que ça n'a aucun sens, c'est que l'argument du module, on sait si ça vaut quoi qu'il arrive. Oui. Pourquoi diviser par J, ça revient à 3 moins J? Oh. Oh. Un mois de complexe. Pourquoi diviser par J, ça revient à multiplier par moins J? Bah parce que 1 sur J, c'est moins J. Parce que si je multiplie ça par J, ça fait bien 1 égale moins J au carré, et ça fait 1. D'accord? Ça, c'est hyper important. Hein. Et vous savez que ça, c'est pas bizarre. Hein. C'est la même chose que 1 sur racine de x égale racine de x. Hein. C'est juste une histoire de jeu avec les carrés, quoi, globalement. D'accord? Je te dénoncerai pas, monsieur Lévy. Enfin, pas aujourd'hui. On se voit que le jeudi. On est d'accord avec ça? Donc pour l'instant, je juste fais une petite manipulation. Pourquoi faire? Pour me ramener à un cas où j'ai un complexe écrit sous forme algébrique avec une partie réelle positive. D'accord? Donc là, a priori, ça va être simple. J'ai donc arctangente de L oméga sur grand R. L'argument de J, c'est quoi? C'est pi sur 2, donc moins pi sur 2. Et moins l'argument de ce truc-là. Et là, j'ai le droit d'utiliser la formule avec l'arctangente parce que j'ai bien une partie réelle qui est toujours positive. Donc moins arctangente de RLC oméga 2 moins grand R sur L oméga. C'est-à-dire je récupère la partie imaginaire et je divise par la partie réelle. Et puis c'est terminé. Je vais dire que c'était beau, hein, d'accord. Donc ensuite, si vous connaissez vos formules de arctangente A plus arctangente B, vous pouvez tout fouiller. D'accord. Voilà, c'est pas forcément la meilleure façon de faire. On est d'accord? Et donc là, vous avez l'expression du déphasage en fonction de fonctions usuelles. En tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez rentrer dans votre calculatrice. Oui. Le déphasage et phase. C'est la même chose. C'est la même chose. Je vous ai dit, c'est dans votre cours sur les fonctions usuelles, j'ai dit ce truc-là s'appelle la phase ou le déphasage à l'origine, et en général, on oublie le à l'origine. Oui. Donc, voilà. Ouais. Au dénominateur, c'est L oméga ou. L oméga, oui, pourquoi ce serait pas L oméga? Est-ce que vous pouvez mettre des parenthèses? Pourquoi je mettrais ça? Ça comme ça? Oui. Sinon, t'es pas content. Oui, parce que enfin, sinon, je sais pas si c'est dans le arctangent. Sinon, ça pourrait être quoi d'autre en fait? Ouais. Non, voilà, c'est ça en fait. Je suis d'accord que c'est pas, c'est plus légitime de mettre des parenthèses. Je suis d'accord avec toi, hein. Mais c'est pas arctangente seul qui se balade à multiplier par. Voilà. Donc, mais je suis d'accord avec toi que c'est pas légitime de ne pas mettre de parenthèses. On est d'accord là-dessus? Alors maintenant, on va en continuer. Pourquoi c'est homogène? Pourquoi c'est pas homogène? Ça se trouve, je me suis planté. Je t'écoute. Certes. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'il y a à l'extérieur des fonctions, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. On a L sur R, c'est des secondes et oméga, c'est une pulsation sans radian seconde. Tout à fait. Alors, vous pouvez le faire comme ça. L sur R, c'est un temps. Ça, c'est fait partie des 3 trucs que vous êtes censé connaître par cœur quand même. Fois oméga, donc ceci est sans dimension. Ou vous pouvez maintenant vous souvenir que L oméga, puisque J est sans dimension, c'est une impédance. Donc c'est en ohm en fait. Parce que J est l'oméga, d'accord? Ça revient au même, hein, c'est le même touillage, hein, d'accord? Donc tout ça c'est sans dimension, pas de problème, pi sur 2, pas de problème. Et Pour l'autre, après, on peut factoriser par R. on factorisé par R, effectivement. LC oméga carré moins 1. LC, c'est un temps carré, oméga carré, c'est une pulsation carrée, donc ça s'annule. Et après, on a R sur LW, donc on a des ohms sur les ohms. C'est ça, d'accord? Donc LC oméga 2 est sans dimension. D'accord? Ça, vous allez l'apprendre. En fait, vous allez finir par rendre par cœur que RC oméga c'est sans dimension, que L oméga sur R c'est sans dimension, et que LC oméga carré c'est sans dimension. Voilà, c'est les 3 de base. Et donc après, vous avez bien une résistance, enfin une impédance sur une impédance, c'est sans dimension. Pas de problème dans cette histoire. D'accord? Voilà, donc ça, c'est cool. Ça marche plutôt bien. Vous remarquez un truc extrêmement important. Donc en maths,
la partie réelle et la partie imaginaire, c'est des trucs importants. D'accord? En physique, pas vraiment. Je vais me contredire dans 20 minutes, mais c'est important que dans un cas extrêmement particulier qu'on croisera peu. D'accord? Mais donc, de manière générale, en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt l'argument et le module. Autrement dit, c'est l'aspect écriture exponentielle du problème qui nous intéresse et pas l'écriture A plus IB. D'accord? Les informations physiques, c'est dans l'écriture exponentielle, pas dans l'écriture algébrique. En maths, vous avez l'habitude, quand vous avez une fraction de ce type-là, d'accord, de multiplier par le complexe conjugué pour avoir une fraction, un dénominateur réel strictement positif, d'accord, et ensuite avoir quelque chose où vous allez pouvoir facilement séparer la partie réelle de la partie imaginaire. Ne faites jamais ça en physique, ça sert à rien. Ça alourdit inutilement les expressions, sachant que la partie réelle en soi et la partie imaginaire en soi nous intéressent en général extrêmement peu. D'accord? Et en fait, on a des théorèmes super sur le rapport. Le module du rapport, c'est le rapport des modules. L'argument du rapport, c'est la différence des arguments. Donc il n'y a pas de raison de se battre pour que le dénominateur soit forcément un réel strictement positif. Et d'avoir une expression dégueulasse par ailleurs au numérateur, parce que vous savez très bien quand vous faites ça, en général, les expressions au numérateur, elles gonflent un peu en dimension. On est d'accord là-dessus? Donc n'ayez pas ce réflexe en physique de vouloir forcément décomplexifier le dénominateur, d'accord? Ça n'a pas de sens ici. C'est bon là-dessus? Sur la façon dont on calcule l'argument? Voilà. Alors, on est parti. Là, sur mon tableau est complètement désorganisé, mais c'est pas grave. Je vais faire ça comme ça. Il me faut un petit paragraphe supplémentaire. Donc là, c'était le 2 qui s'appelait impédance complexe, si je ne me trompe pas. D'accord là-dessus? Voilà. Et donc, alors je sais pas d'ailleurs si j'ai fait ça dans le bon sens dans les questions de cours. Attendez, je ressors mes petits comme d'habitude, voilà. Donc, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est un paragraphe un peu important qui est peut-être pas forcément explicitement donné dans les questions de cours. Moi, je vais le faire, c'est pas grave, vous retrouverez vos petits. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Je regarde. Ça se trouve, c'est un peu plus loin, donc au moins, je sais que vous n'aimez pas que les questions de cours sont pas dans le bon ordre. Vous vous en foutez? Non, c'est bon. RL. Ouais, je l'ai pas fait. Ok, bah je vais le faire maintenant. C'est pas de sens, c'est nulle part, donc c'est parfait. Donc petit 3, c'est un tout petit paragraphe, d'accord, qui s'appelle déphasage. Et c'est là où la question de Samy de tout à l'heure va prendre un peu son sens, d'accord. C'est que pour l'instant je parle vendu, mais voilà, d'accord. Donc ce truc-là, c'est quelque chose qu'on reverra après quand on fera les signaux, mais à un moment donné, il faut quand même que vous voyez à un moment donné ou à un autre. Donc on est parti. Soit deux grandeurs sinusoïdales que je vais appeler x et y. D'accord? Donc ça signifie que x s'écrit comment? Si vous avez vu que c'est sinusoïdal. Voilà. xm, cosinus de oméga t plus phi x, et y égale ym, cosinus de oméga t plus... Je ne vais pas les appeler x et y, pardon, je vais les appeler x1 et x2, ça ne vous embête pas. Ça sera parce que sinon y, ça va... Voilà. Donc, grand x1 et grand x2, cosinus oméga t plus phi 1, phi 2. Voilà. Vous remarquez que je ne les ai pas prises n'importe comment, c'est de grandeur sinusoïdale. Je les ai prises à la même pulsation. D'accord? De même oméga. D'accord? Voilà. Donc, petit x1, je l'ai appelé grand x1, cosinus oméga t plus phi 1, x2, cosinus oméga t plus phi 2. D'accord? Donc, phi 1, c'est le déphasage à l'origine de x1, et phi 2, le déphasage à l'origine de phi 2. D'accord? Ou la phase à l'origine, la phase, enfin ce que vous voulez. Alors, en fait, je vous ai dit que cet objet-là, phi, n'était pas important. C'est pas important si vous vous souvenez de votre cours sur les grandeurs sinusoïdales, parce que ça dépend essentiellement du choix de la position de l'axe des ordonnées, et que la position de l'axe des ordonnées dépend essentiellement de quand est-ce que vous avez décidé que ça c'était t égale 0. Et je vous rappelle que ça c'est une décision arbitraire, et ça c'est un truc très général en physique. Les grandeurs qui dépendent d'une décision arbitraire de votre part ne peuvent pas être physiques. D'accord? C'est pour ça par exemple que le signe de l'intensité c'est quelque chose de physique en tant que tel. Ce qui compte c'est les électrons qui se déplacent. D'accord? Et sinon voilà. Ça c'est pareil. Par contre un truc qui va être physique et qui va avoir des conséquences, et là on le reverra quand on fera les ondes,
c'est la différence de phase entre les deux, qui elle ne dépend pas de la position de l'origine. D'accord? C'est de la même façon que, c'est la même chose que ce qu'on avait fait avec les potentiels, d'accord? L'altitude d'un point, c'est pas très important, l'altitude d'un autre point, c'est pas très important. Par contre, la différence d'altitude entre ces deux points, ça, c'est un truc physique. Ça s'appelle la hauteur. On est d'accord? Donc là, on a exactement la même chose. Et c'est juste une définition qui mérite d'être quelque part. Voilà. On appelle déphasage entre x2 et x1, la grandeur delta phi qui vaut tout simplement, alors de 2 par rapport à 1, qui vaut tout simplement x2 moins x1. Donc la notation est plus ou moins flottante. Moi je dis delta phi de 2 par rapport à 1. D'accord, donc je mets un espèce de 2 sur 1 comme ça. Et c'est tout, qu'est-ce que je raconte? Et c'est tout simplement phi 2 moins phi 1. C'est la différence des phases, pas la différence des x, c'est des bits. Excusez-moi. Phi 2 moins phi 1. On est d'accord là-dessus? Voilà. On reverra. Alors je sais pas quand. En fait, j'ai dû mettre ça quelque part dans des questions de cours quelconques. Mais bon, je vais le faire maintenant, comme ça ce sera fait. On a un certain nombre de cas particuliers dans ces histoires, d'accord, qui ont des noms. Et donc je vais les mettre maintenant, comme ça ce sera fait. Alors, ok. En termes de vocabulaire, si delta phi de 2 par rapport à 1 est égal à 0 modulo de pi, est-ce que vous savez comment... C'est quoi le mot utilisé pour 2 et 1, pour x2 et x1? Vous connaissez ce mot? Ouais. On dit que c'est en phase. Voilà. On dit que x2 et x1 sont en phase. Ça veut dire grosso modo que si je dessine mes deux signaux, par exemple, je vais avoir x1 comme ça, et bien x2 en fait va avoir ses maximums au même niveau que les maximums de x1. Et les nœuds au même niveau aussi. Donc vous allez avoir par exemple un truc comme ça. Voilà, ça c'est x1 et ça c'est x2. Alors, c'est pas très bon mon histoire, mais voilà, d'accord. C'est ça que ça veut dire que deux signaux sont en phase. Autrement dit, ils montent et ils descendent en même temps, ils ont la même amplitude. D'accord, par contre, ils ont le même trou. Donc ça c'est le premier, il y en a 4 à connaître. Vous en connaissez probablement 2. Donc vous connaissez le point d'après. C'est quoi le point d'après? Je t'écoute. Oui, en opposition de phase, et c'est si quoi? C'est pas pi sur 2. C'est pi, effectivement. Pi ou moins pi, hein, comme vous voulez, ça revient même modulo de pi de toute façon. Donc, si delta phi de 2 par rapport à 1 est égal à pi modulo de pi, vous êtes d'accord que ça c'est soit pi soit moins pi, c'est la même chose? Parce que pi moins 2 pi, ça vaut moins pi. Okay. On dit que x2 et x1 sont en opposition de phase. Voilà. Troisième chose, si delta phi de 2 par rapport à 1 appartient à moins pi, d'accord, autrement dit, c'est la représentation principale. Oui, je t'écoute. Bien sûr, excuse-moi. Tout à fait. Pour moi, vous avez déjà vu ça, mais je peux le faire sans problème. Donc ça signifie que si je dessine x1 par exemple comme ça, x2 va être comme ça. Autrement dit, les nœuds coïncident. D'accord. C'est très laid ce que je fais. Je la refais. Ce que j'ai fait est affreux. Voilà. Voilà. Les nœuds coïncident, mais par contre les minimums coïncident avec les maximums et inversement. Ouais. Les nœuds, c'est les endroits où le signal est nul. Ouais.
Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais... en fait, les nœuds, c'est un vocabulaire spécifique de ce qu'on appelle les zones stationnaires, qui sont les endroits où, effectivement, le truc ne bouge pas. Donc, par extension, j'appelle ça les nœuds. Effectivement, voilà. Les zéros, si vous préférez, quoi, aussi. On appelle les nœuds des ventres, en fait. Voilà, les ventres, c'est les maximums. Ouais. L'énergie mécanique et l'énergie potentielle sont en opposition. Souvent, s'il y a... Souvent. Très souvent. Si l'énergie est conservée, très souvent. Sachant que quand... Oui, pardon. Alors, oui. Donc, petite remarque. Ensuite, si le déphasage est contre moins pi et pi, donc autrement dit, vous êtes en train de regarder la représentation principale du déphasage, d'accord? Et si delta phi de 2 par rapport à 1 est négatif, alors x2 est dit en retard par rapport à x1. Alors là, je vais faire un dessin pour le coup, parce que ça, c'est vraiment c'est important. Donc, si je dessine x1, comme ça, d'accord? Donc ça va être x1. En fait, si phi2 est négatif, ça signifie en fait que vous avez déplacé la courbe par là. Alors bien sûr, comme c'est une fonction sinusoïdale, si vous la déplacez de beaucoup par là, ça revient un peu au même que de la déplacer un peu dans l'autre sens. C'est pour ça que je me suis limité à moins pi, d'accord? Et donc dans ce cas-là, ça veut dire que x2, par exemple, pour avoir cette tête-là. D'accord? Et donc vous voyez que, alors ça c'est hyper intéressant comme conversation. Vous voyez que x2, le maximum de x2, il arrive à droite du maximum de x1. D'accord? Le maximum le plus proche. Donc ça veut dire que temporellement, il arrive plus tard. Donc il est en retard. Ok? C'est vraiment en retard comme quand vous êtes en retard. Enfin, c'est la même chose. Vous arrivez après le début du cours. Donc ça, c'est hyper important. Quand votre courbe est décalée par là, ça signifie que x2 est en retard parce que le maximum de x2 ici arrive après le maximum de x1. Petite remarque, il existe un maximum qui arrive avant x1. D'accord? Mais par contre, il est au-delà d'un décalage d'une période. Donc c'est pas celui-là qu'on prend en compte. D'accord? Si vous avez compris la logique, vous pouvez me dicter quasiment le point d'après. Oui. Si delta phi de 1 appartient à moins pi pi, et si delta phi de 2 sur 1 est supérieur à 0, alors x1 est Voilà. en retard par rapport à x2. Et dit en retard, justement. En avance. En avance. Alors, x2 est dit en avance par rapport à x1. Alors, on aurait pu compacter en disant si delta phi appartient à 0 pi dans ce cas-là et à moins pi 0 dans l'autre sens. D'accord? Mais c'était juste pour axer sur le fait qu'on se concentre sur la représentation principale d'abord, donc ensuite on regarde le signe. Donc c'est exactement la même chose. Si je fais un dessin, ça signifie que j'ai x2 comme ça, enfin x1 comme ça, et cette fois x2 va être comme ça. Autrement dit, en fait, le maximum de x2, il arrive avant le maximum de x1. Bien, plutôt dans cette histoire. C'est bon là-dessus, c'est histoire de retard et d'avance? Voilà. Et donc, ça va me donner une dernière définition qui est extrêmement importante, celle-là. En fait, c'est celle-là qui m'intéresse dans ce cours-là. Si delta phi de 2 par rapport à 1 est égal à plus pi sur 2, modulo 2pi, alors x2 est dit en... Alors, faites attention. En quadrature avance. Alors, pourquoi quadrature alors que c'est pi sur 2? Parce que pi sur 2 est un quart de tour. Je vous rappelle que ça, c'est un truc merdique. C'est que comme la définition de pi, c'est le rapport entre le diamètre et la circonférence du cercle, et pas entre le rayon et la circonférence du cercle, ça veut dire qu'un tour complet, c'est pas pi, mais 2pi. Ça génère des facteurs 2 un peu partout, d'accord? Dont le fait qu'un quart de tour,
c'est pi sur 2, parce que c'est 2pi divisé par 4. D'accord? Donc, faites gaffe, parce que quadrature, on a toujours envie d'écrire pi sur 4, parce que quadrature, d'accord? Mais c'est pas pi sur 4, c'est pi sur 2. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Si je refais un petit dessin. Donc ça signifie en fait que votre courbe a été décalée d'un quart de période. Et un quart de période, c'est exactement ce qui sépare les maximums des zéros. Donc en gros, alors comme elle est en avance, x2 va être là. D'accord? Et le maximum de x2 va coïncider avec les zéros de x1. Donc grosso modo, vous allez avoir un truc comme ça. C'est pas beau, mais si j'y arrive. Hop, comme ça, vous avez un maximum ici. Voilà, à peu près ça. Donc voilà ce que c'est qu'une quadrature avance si vous avez x1 qui est en orange et x2 qui est en jaune. D'accord? Donc x2 est en avance, c'est-à-dire qu'il est avant x1 dans l'axe des temps. Et en quadrature, c'est-à-dire que les maximums de l'un coïncident avec les zéros de l'autre. Enfin, les extrémums de l'un coïncident avec les zéros de l'autre. Et c'est une quadrature. D'accord? On dit que vous êtes décalé d'un quart de période. Et si vous avez compris, c'est la dernière définition. Il y a la quadrature retard qui arrive quand delta phi de 2 sur 1 vaut moins pi sur 2. Donc, si delta phi de 2 par rapport à 1 est égal à moins pi sur 2, le modulo de pi, alors x2 est dit en quadrature retard par rapport à x1. Voilà l'idée. Donc c'est juste du vocabulaire, d'accord, pour exprimer ces quatre positions particulières. Les deux premières en phase et en opposition de phase, vous les connaissez si vous avez déjà creusé des interférences dans votre vie. Parce qu'en fait, c'est extrêmement important quand on fait des interférences. Elles sont constructives quand vos trucs sont en phase, elles sont destructives dans l'autre sens. On verra ça quand on fera les ondes. D'accord? Moi, ce qui va m'intéresser dans ce chapitre très particulièrement, c'est le cas de quadrature. D'accord? Tout simplement parce que ça va arriver extrêmement souvent pour des raisons qu'on va voir tout de suite. Ces définitions-là, pas compliquées, d'accord? C'est juste des trucs relativement simples. Alors, c'est bon, je suis là. Donc, après ces petites définitions, on est parti. Considérons alors une impédance Z bar quelconque, d'accord? Alors, cette impédance Z bar, ça peut être une résistance, ça peut être un condensateur, ça peut être une bobine, mais si vous commencez à comprendre le pattern de ce chapitre-là, ça peut être n'importe quelle association d'impédance. Ça peut être une résistance à un condensateur en série, ça peut être une bobine, un condensateur en parallèle avec un machin, etc. etc. Ça peut être à peu près n'importe quoi. D'accord? Voilà. Donc, ce qu'on sait par contre, c'est qu'on a finalement quelque chose qui va se représenter exactement de la façon suivante, c'est-à-dire que Z bar va être traversé par une intensité IM bar et va être soumis à une tension UM bar, comme ça. D'accord? En convention récepteur. Et qu'est-ce qu'on a comme relation entre ces trois grandeurs-là? Tout à fait. UM bar, c'est Z bar que multiplie IM bar. C'est la loi d'Ohm, juste un peu généralisée, quoi. D'accord? Il faut bien vous rendre compte à quel point on est en train de faire des trucs compliqués avec du formalisme simple, quand même. Je sais que j'ai insisté hier, mais il faut vraiment vous rendre compte que là, on vient de trivialiser un truc horriblement difficile. En fait, on va traiter ça comme des résistances. Théoriquement, vous êtes assez âgé pour que les complexes, maintenant, bon, c'est vous mettre plus trop en PLS, d'accord? Donc à partir du moment où vous avez bouffé que les complexes, ça existe, bah, allez, on enchaîne et on ne se pose pas de questions. D'accord. Je ne vous invite pas à réfléchir sur l'aspect complètement métaphysique du problème de pourquoi est-ce qu'on utilise des complexes pour décrire le monde réel, d'accord? C'est juste des artefacts mathématiques, d'accord? Ça sert à rien de vous prendre la tête dans tous les sens. C'est juste,
On fait vraiment, donc c'est vraiment une histoire de, c'est pour si quand même vous avez envie de poser des questions métaphysiques. En fait, l'idée est simple, c'est, je vous rappelle que la physique ne fait que décrire le monde, d'accord? Elle n'explique pas le monde, elle ne fait absolument pas ça, elle ne fait que le décrire et d'essayer de prévoir vaguement ce qui se passe dans le cadre de cette description. Donc, on a un modèle, il est chiant, on trouve un autre modèle qui est beaucoup moins chiant et qui nous permet de prédire les mêmes choses. Donc, on prend l'autre. Point barre. Pas de truc, ah oui, en fait, machin. Voilà, d'accord? Faites pas les pythagoriciens, en général, ça mène nulle part. On est d'accord là-dessus? Et bien ça, c'est hyper intéressant parce que je vais pouvoir calculer le déphasage entre les deux, entre U et I. Donc, on est parti. On passe à l'argument. Donc, l'argument vous raconte la chose suivante. Argument de UM bar, c'est égal à l'argument de Z bar. Et comme l'argument du produit, c'est la somme des arguments, je l'utilise beaucoup ce théorème, mais c'est clair pour tout le monde pourquoi la... C'est exactement la même chose qu'une histoire de log, en fait. Vous êtes d'accord que pour prendre l'argument, ça ressemble un peu à un log divisé par i, quoi. D'accord? Donc c'est normal que dans l'argument, on retrouve les mêmes lois que le log. D'accord? Voilà, juste... Alors, c'est plus compliqué que ça. Hein. Là, si monsieur Lévy m'entendait, il serait déjà en train de mourir. Mais dans le principe, c'est comme ça que ça marche. D'accord? Parce que le log d'un complexe, faites pas ça. Hein. Là, vraiment, vous allez perdre votre prof de maths très vite. Hein. D'accord? Allez-y doucement. D'accord? Voilà. On fait pas ça. Donc, on est d'accord que je peux écrire ça. Et l'argument de UM bar, par définition, c'est quoi? Ouais, c'est phi de U, d'accord. Donc, et là, on a une relation qui est extrêmement importante. La phase de U moins la phase de I, c'est égal tout simplement à l'argument de Z bar. Voilà. On est d'accord? Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que vous savez, rien qu'en regardant la nature de Z bar, si vos grandeurs sont en phase, en opposition de phase, etc. etc. Ça, c'est la première chose. J'ai une petite remarque. C'est moins impressionnant, mais je vous rappelle qu'on a aussi que UM sur IM qui est égal au module de Z bar. C'est clair pour tout le monde, ça? C'est juste, au lieu de passer à l'argument, cette relation-là, je la passe au module, quoi. Ok. Ouais. Quand vous avez phi U et phi U, c'est l'amplitude. Oui, oui. Et petit I, c'est quoi? Ah non, non, c'est U, c'est la tension, et I, c'est l'intensité. Ah oui, d'accord. C'est juste les grandeurs officielles, en fait. C'est comme j'ai écrit phi X tout à l'heure. D'accord? Sans problème majeur. Oui. C'est UM, enfin c'est C'est juste juste UM ou UM. C'est juste UM, c'est le rapport des amplitudes. Il y a beaucoup de choses à manipuler. C'est pour ça que ce chapitre, il n'est pas simple. Parce que, à une barre près, on ne parle pas des mêmes choses. D'accord? Je fais exprès d'aller de plus en plus vite pour vous habituer. UM, c'est l'amplitude de U, donc c'est le module de UM bar. D'accord? IM, c'est l'amplitude de I, donc c'est le module de IM bar. Donc en fait, j'ai juste passé ce truc-là au module, et je fais le rapport tranquillement. Alors, ça c'est extrêmement intéressant parce que ça vous raconte un certain nombre de choses. En particulier, et là je vais revenir au formalisme réel. Donc là vous voyez que je suis revenu au formalisme réel, j'ai plus de barres, j'ai mis des petits U et des petits I, d'accord? Voilà. On va mettre des petits T s'il y a que ça pour vous faire plaisir, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de I et de U dans ce cas-là? Oui. Oui, U égale à RI, on est d'accord, ça c'est normal. Mais en fait, qu'est-ce qu'on peut dire de leur déphasage? Phi de U moins phi de I, c'est égal à l'argument de Z bar. C'est quoi l'argument de Z bar? Vas-y Camille, si. C'est une question. Ils sont... Alors, oui, justement. Alors, en déphasage, ça veut rien dire, mais tu veux dire en phase, je suppose? En phase, d'accord. Z bar étant un réel positif, l'argument de Z bar vaut 0. On est d'accord? Et donc, phi U est égal à phi I. D'accord? Donc, ici, phi U moins phi I est égal à 0. Donc, U et I sont en phase.
Alors maintenant, on va piger. Que vaut ici phi de U moins phi de I? Si vous avez compris, oui. Non. Ah non, l'inverse. Non, non, réfléchis, vas-y doucement. Il y a une formule. Dans une bobine, c'est qu'il y a du retard sur. Dans une bobine, c'est... Alors, oui, alors, c'est... Non, l'intensité étant... oui, oui. Donc, c'est-à-dire que le tension est en avance. Donc, ça va être positif. Voilà, parce que c'est... Si tu dis l'intensité a du retard, c'est-à-dire que phi I moins phi U est négatif. Donc, forcément, en fait, c'est la même chose. Si l'intensité a du retard par rapport à la tension, c'est-à-dire que la tension a de l'avance. C'est clair, ça, pour tout le monde? Je ne l'ai pas écrit, mais... si B est en retard par rapport à A, c'est-à-dire que A est en avance par rapport à B. D'accord. Enfin, voilà. Donc, faites gaffe, vous ne mélangez pas les pieds. Il y a autant en phase et en opposition de phase, on s'en fout, parce que pi, moins pi, 0, moins 0, ça c'est pareil. Pour pi sur 4, ça peut être plus pénible. Ouais. C'est l'argument de J... Arrêtez avec vos W, quoi, je vais vous les faire bouffer. Hein. Ah ouais, ça. Donc, l'argument de JL oméga, mais l'argument de JL oméga, ça vaut quoi? C'est au pi sur 2, pourquoi? C'est un imaginaire pur, à partie imaginaire. Alors, Monsieur Lévy dit imaginaire pur positif. Il fait ce raccourci. Je sais pas, parce que je sais que ça existe. Moi, j'évite de le faire, justement, pour ne pas me faire égorger. D'accord? Donc, théoriquement, c'est un imaginaire pur, à partie imaginaire positive. Hein. Vous pouvez paraître dire qu'un truc, mais même si on se comprend. Quoi, donc, effectivement, ce truc-là vaut plus pi sur 2. On est d'accord? Puisque c'est l'argument de JL oméga. Et donc, autrement dit, U étant quadrature avance par rapport à I, ou effectivement, pour reprendre ce que Camille savait déjà pour une raison que j'ignore, I étant quadrature, retard par rapport à U. D'accord? Oui. Vous vais expliquer quoi? Bah parce que c'est l'argument de JL oméga. Je peux le réécrire. C'est au plus pi sur 2 parce que l'argument d'un imaginaire pur, enfin, à partie imaginaire positif, c'est pi sur 2, c'est proche. C'est l'argument de toutes les bestioles qui sont là. D'accord? Ouais. C'est moins pi sur 2 pour le coup. Pour le condensateur, ce sera exactement l'inverse. Donc en gros, ici, je vais quand même écrire la conclusion. I. Alors, je vais pas l'écrire comme Camille l'a suggéré, mais vous pouvez l'écrire aussi. Hein. Donc là, U est en quadrature, avance par rapport à I. Ou I est en quadrature retard. Si vous préférez quoi? I est en quadrature retard ou... Oui, histoire que ce soit un peu plus clair, d'accord. U étant quadrature avance par rapport à I. Autrement dit, le maximum de U arrive un quart de période avant le maximum de I. Encore une fois, vous avez largement le droit de dire que I est en retard, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc c'est la première fois que vous êtes en retard à un rendez-vous, vous pouvez tout à fait expliquer que c'est l'autre qui en avance, hein, techniquement ça marche. Pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de référence, tout va bien. D'accord. Voilà. Les trains à la SNCF ne sont pas en retard, c'est juste les voyageurs qui sont pressés. Rien à voir. Et donc ici, si je le fais exactement de la même façon, et que j'écris phi U moins phi I, ça va, oui. En fait, c'est l'argument de 1 sur JC oméga. Donc c'est l'argument de moins J sur C oméga, si vous préférez le faire comme ça, et donc ça vaut moins pi sur 2. Voilà. Vous remarquez qu'avec des composants simples, on ne peut pas faire d'opposition de phase. Pour ça, il faudra trouver un truc dont la partie réelle est négative, strictement. Et ça n'existe pas avec des composants passifs. Sinon, vous pouvez produire de l'énergie. Pouf, pouf, comme ça. D'accord? Je ne sais pas. On est d'accord là-dessus, sur ces trois cas particuliers? D'accord? Donc ça se passe plutôt bien. Et ceci va me servir pour le paragraphe juste après, qui est le petit 4, si je ne me trompe pas. Mais pour l'instant, je ne donne pas le titre. Je vais essayer de vous faire sentir pourquoi il y a un problème. Alors, est-ce que vous... C'est pas simple hein, comme question, à votre niveau. Est-ce que vous arrivez à dézoomer un peu sur quels sont les arguments mathématiques de fond
les grandes propriétés du problème qui ont fait que, grosso modo, jusqu'à présent, tout se passe plus que bien, quoi. Je veux dire, d'accord. C'est quoi la propriété de base que j'utilise tout le temps, en fait, finalement, qui fait que ça marche bien? Ouais. Les passages du cosinus au Alex. Alors, oui, mais pourquoi j'ai le droit de faire ça? Pourquoi, par exemple, j'ai le droit de dire que, je sais pas, la somme des parties réelles, c'est la partie réelle de la somme, pourquoi dans mon équation différentielle ça se passe bien, etc. etc. Ouais. La linéarité. C'est la linéarité. D'accord? Donc, en gros, en fait, tout marche bien parce que depuis le début, toutes les opérations que j'utilise sont des opérations linéaires. On n'en a que 3. La multiplication par une constante, la somme et la dérivation. Et la partie réelle et la partie imaginaire qui en plus ont bon goût d'être linéaires, c'est quand même fort sympathique. D'accord? Oui. Du coup, on considère que l'intégration est aussi linéaire. Alors l'intégration pose problème à cause des constantes d'intégration. L'intégration pose toujours problème, c'est vraiment un théorème de base ça, l'intégration ça fait chier. D'accord? Donc voilà, faut un peu se méfier de ça. Ok, d'accord? Donc en gros, comme on n'utilise que des grandeurs linéaires et des manipulations calculatoires linéaires, tout se passe super bien. Alors maintenant, vous allez vous remémorer votre cours votre premier chapitre, d'accord, l'électrocinétique. Et il y a une formule, une seule, dans l'intégralité de ce chapitre qui n'est pas linéaire. Laquelle? Non, ouais, enfin, il n'y a pas ouais, il y a l'intégral des puissances, mais c'est plus simple. Vraiment une formule de base, toute simple, qui existe dans tout le chapitre 1, vous scannez, on ne l'a pas encore croisé là, justement, et elle n'est pas linéaire. Ouais. Mais est-ce qu'on utilise un log dans le chapitre 1? Non. Mais effectivement, le log n'est pas vraiment un opérateur linéaire, à plein égard. Ça, je suis d'accord avec toi. Donc, c'est dans le chapitre 1. D'accord? Il y a une formule que vous connaissez, hein, vous l'avez, elle est dans vos questions de cours, il n'y a aucun problème, elle est là. Ou, en fait, en termes de manipulation calculatoire, hein, la puissance, exactement. La puissance, c'est quoi par définition? C'est U fois I. Et U fois I, c'est pas linéaire. Si vous prenez deux grandeurs sinusoïdales que vous les multipliez entre elles, ben ça ne donne pas une grandeur sinusoïdale à la même pulsation. C'est merdique. D'accord? Et ça, c'est un énorme problème parce que ça signifie que ce qu'on raconte sur la puissance dans le chapitre 1 ne va pas du tout aussi bien marcher en formalisme complexe. D'accord? Parce que tous les raccourcis qu'on fait qui marchent grâce à la linéarité, ben là, vont s'éclater la tête sur le carré, quoi. D'accord? Je vous rappelle que c'est R carré pour une résistance, d'accord? Et le carré, bah... D'accord? Je vous rappelle qu'un des tests pour la linéarité, c'est est-ce que, par exemple, f de A plus f de B, c'est f de A plus B. Vous savez très bien qu'avec un carré, ça depuis la quatrième, vous savez que A plus B au carré, ça ne fait pas A carré plus B carré. C'est triste, mais c'est comme ça. D'accord? Enfin, c'est triste. Ça vous permet d'aller plus vite, quand même. Donc, il va falloir qu'on fasse un petit paragraphe sur la puissance pour voir. Alors, l'idée c'est que, je dézoome, on est sûr que la puissance ça va pas marcher. On est sûr, c'est pas linéaire, on est sûr que ça va pas marcher, d'accord? Donc on est sûr qu'utiliser les formules de base du chapitre 1 en plein comme ça, c'est sûr que ça va pas marcher, d'accord? La question c'est, est-ce qu'on doit abandonner l'intégralité du formalisme complexe à cause de ça? Non, hors de question. Moi, je me coltine pas des équations différentielles, machin truc, juste parce que la puissance à la fin, ça me fait chier. D'accord? Donc, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de bricoler, d'accord, un contournement pour continuer à utiliser le formalisme complexe et éventuellement pouvoir calculer de la puissance à la fin. D'accord? C'est ça l'idée. Donc, le calcul de puissance étant non linéaire, on ne peut pas le transposer simplement, enfin en tout cas plutôt le transposer en mode copier-coller, d'accord? J'ai plutôt écrit le transposer basiquement en formalisme complexe. A. Donc on va bricoler, mais littéralement, hein, je veux dire, de toute façon on fait que ça depuis le début, mais là on va vraiment essayer de trouver une façon d'utiliser le formalisme complexe. Alors, donc petit rappel,
pour un dipôle que la puissance instantanée à un instant t, c'est quoi par définition? Oui, c'est UI, d'accord? C'est U de t multiplié par I de t. Donc je rappelle que ça, c'est la puissance instantanée. Bon. Bon, on va l'écrire. Hein. Donc si c'est U fois I. Alors je rappelle que reçu ou CD, j'ai pas besoin de le préciser, ça dépend essentiellement de si vous êtes en convention récepteur ou générateur, mais c'est toujours la même formule. Donc je vais l'écrire, c'est donc UM, IM, multiplié par cosinus de oméga t plus phi U, multiplié par cosinus de oméga t plus phi I. On sent que c'est pas sympa, cette histoire. D'accord? Voilà. Alors, on y va. Vous vous souvenez, je vous avais demandé d'apprendre une planche de trigonométrie jusqu'à d'ici les vacances de la Toussaint. Vous savez quand c'est les vacances de la Toussaint? C'est bientôt, mais en négatif, d'accord? Donc vous êtes censé savoir cosinus de A fois cosinus de B. Tadam. Effectivement, c'est une histoire de cos de A. Donc la structure est simple, cos A cos B, c'est un des deux ingrédients qu'on a dans cos A plus B et dans cos A moins B, c'est l'ingrédient qui est commun. Donc si vous faites cos A plus B plus cos A moins B, vous allez virer la partie en sinus, et il va vous rester 2 fois celle-là. Donc en fait, ça, c'est donc une division par 2 de cosinus de ça plus ça, plus cosinus de ça moins ça. Donc, vous avez un premier truc qui est cosinus de 2 oméga t plus phi u plus phi i. D'accord? Ça, c'est la somme. Plus le cosinus de la différence qui va être tout simplement phi u moins phi i. D'accord? Les oméga t disparaissent dans cette histoire. Là, vous voyez le caractère non linéaire de la puissance. Parce que le cosinus qui pop derrière, il n'est pas à oméga, mais il est à 2 oméga. Et surtout, la valeur moyenne est non nulle. À cause de ce terme-là. Alors, la puissance instantanée, en alternative, quelque chose qui ne nous intéresse pas vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt la puissance moyenne. D'accord? Qu'est-ce que vous faites vraiment sur une alternance? Donc, on va calculer la puissance moyenne, c'est-à-dire la puissance, l'intégrale sur une période de ce truc-là. Mais en fait, j'ai même pas besoin de calculer l'intégrale, parce que vous avez eu un cours sur les valeurs moyennes, à un moment donné ou à un autre. Enfin, en tout cas, sur la valeur moyenne des fonctions sinusoïdales. D'accord? Vous vous souvenez de ça? D'accord? Et donc, ça va être relativement simple. Je vais mettre là. Donc, on est parti. On peut alors calculer la valeur moyenne de P. Alors, la valeur moyenne de P, c'est pas compliqué. Déjà, vous voyez que c'est la valeur moyenne d'une somme. Donc, je vais déjà pouvoir sortir... oui, c'est ça. Je vais pouvoir sortir UM, IM sur 2. Excusez-moi, j'ai eu un petit temps de latence, là. Je peux sortir UM, IM sur 2. Et ensuite, j'ai donc la valeur moyenne de ça. Ça vaut quoi, la valeur moyenne de ça? 0. Pourquoi? Alors, il faut un peu se méfier. D'accord, quand même. On fait la valeur moyenne sur quel temps? Sur une période de ça. D'accord? Est-ce que ce truc-là est bien t périodique aussi? Non, non, non. Vous avez multiplié la pulsation par 2, donc vous avez divisé la période par 2. Donc c'est t sur 2 périodique, donc c'est a fortiori t périodique. D'accord? Donc tout va bien. Méfiez-vous quand vous faites des valeurs moyennes. Si jamais vous faites la moyenne sur une demi-période, ça ne marche pas bien. Donc ce truc-là va être nul parce que c'est la valeur moyenne sur une période, enfin exactement sur 2 périodes de ça. Et ce truc-là, ça va valoir quoi? C'est quoi la valeur moyenne d'une constante? Bah lui-même, donc c'est pas très compliqué en fait dans cette histoire. Cosinus de phi u moins phi i. Donc on va tomber sur une formule. Alors cette formule-là, on va l'écrire un tout petit peu différemment, mais vous allez voir que c'est pas très compliqué. Donc la puissance moyenne, c'est égal à U efficace, I efficace, cosinus de
phi u moins phi i. Excusez-moi, je la réécris juste plus centrée. J'en ai marre de dépasser sur le tableau d'à côté. C'est quoi UF et IF? C'est dans votre cours sur les fonctions sinusoïdales. Ouais. C'est la valeur moyenne. Bah non. La valeur moyenne des fonctions sinusoïdales, c'est Ah non, bah c'est la valeur quadratique. c'est la valeur quadratique moyenne, effectivement. D'accord. Donc, ce truc-là, efficace, là, le F, ça veut dire efficace. D'accord. Et donc, ça, en fait, c'est la variance, effectivement. Enfin, c'est l'écartif, plus exactement, c'est la racine carrée de la variance. Donc, UF, c'est égal à UM sur racine de 2. Et I efficace, c'est égal à IM sur racine de 2. Et vous voyez que le produit des racines de 2 vous donne bien le sur 2 qui est à là-bas. Oui. Comment ça? Pourquoi je trouvais ça? C'est par racine. Ah, mais c'est notre cours. Cours sur le convention sinusoïdale. Du coup, mais plus C'est une définition. le gros truc. Non, non, mais ça, c'est une définition. Déjà, c'est en vert. D'accord. Et surtout, c'est la valeur quadratique moyenne qu'on a vue dans votre cours sur les fonctions sinusoïdales. Donc ça, c'est la première chose. Et ça, c'était un truc dont vous avez déjà entendu parler, en particulier si vous êtes tombé sur des vidéos comploteux sur le compteur Linky, ou semi-comploteux sur on nous arnaque et on nous ment. Ça s'appelle le facteur de puissance, ce truc-là. Cosinus de phi moins phi. Ça, c'est le facteur de puissance. Le facteur de puissance, c'est un truc assez intéressant. C'est un truc qui vous raconte que, en fait, la puissance moyenne dissipée au bord d'un dipôle ne vaut pas la tension efficace fois l'intensité efficace, mais en fait est multipliée par un coefficient qui est plus petit que 1. D'accord? Donc, alors, on va débunker au passage. Quand les compteurs Linky sont arrivés, alors je jette à la poubelle tous les gens qui ont dit qu'on allait avoir le cancer, que ça balançait des ondes partout, qu'on allait espionner tout machin, on s'en fout ça, d'accord? C'est pas du tout le problème, ça c'est débile. Par contre, on s'est rendu compte que, en fait, si vous avez déjà regardé un compteur Linky, vous avez déjà un peu tripatouillé les boutons, quand Enedis vous facture la puissance, mesure la puissance, il la met pas en watts. Il la met en volt-ampère. Ce qui certes a l'air d'être la même chose, mais pas tout à fait. Parce que ce que vous facture Enedis, c'est ça. Pas ça. Donc effectivement, Enedis vous facture un tout petit peu plus de puissance que ce que vous consommez en réalité. Ça, ce serait vrai si vous passiez votre vie à avoir que des composants électroniques chez vous. Mais vous n'avez rien de capacitif ou de bobinatif chez vous. La chose que vous avez, c'est des résistances. Donc, en gros, ça s'évalue. Hein, ce que Enedis vous arnaque, c'est à peu près de l'ordre du centime d'euro par décennie. Ça va. Ça va. Ça va, on y va. D'accord. Voilà. Tout va bien. Tout se passe bien. Personne ne vous arnaque, personne ne vous vole. D'accord? Parce que vous ne passez pas votre vie à charger des bobines et à les décharger dans le réseau. C'est pas votre vie à faire ça. Voilà. D'accord? C'est tout. Ok. Oui. Est-ce que du coup c'est possible que le cosinus soit négatif? Et d'avoir le compteur électrique qui tourne à l'envers? Alors, non, parce que justement, c'est ça le principe, d'accord? Donc ça marche pas comme ça, a priori, la puissance moyenne. Et ce truc-là peut être négatif, a priori, sauf qu'en fait, phi et moins phi sont extrêmement proches de 0, les deux. En fait, il faut bien voir que... Alors, ok, je dézoome beaucoup. Le théorème de Thevenin te raconte que, grosso modo, ton circuit électrique à toi est équivalent à une impédance unique. D'accord? Ça, c'est la première étape. Cette impédance unique a après une partie réelle et une partie imaginaire. La seule responsable du fait que phi et phi ne sont pas les mêmes, c'est ta partie imaginaire. Or, ta partie réelle est toujours strictement positive. D'accord? Ça, c'est la base. Donc, tu peux avoir phi u et phi peut être plus petit que phi u ou inversement. Mais par contre, tu es sûr que la différence phi u moins phi, ou sur l'inverse, se balade entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2. Autrement dit, le cosinus, lui, est toujours positif. On est d'accord? On est toujours dans cette partie-là du cercle trigonométrique. D'accord?
Le seul moment où ton compteur va tourner négativement, c'est si tu as en fait un dipôle qui produit de l'énergie. On dit tu as un générateur. Et là, effectivement, ton compteur tourne à l'envers. C'est le principe d'avoir des panneaux solaires chez soi et de réinjecter l'électricité sur le réseau. Ça marche. D'accord? Ça se détecte, je veux dire. Voilà, pas du tout un problème. Pourquoi est-ce qu'on a cette partie du cercle et pas l'autre? Parce que structurellement, parce que tu consommes de l'énergie. Tous tes dipôles sont passifs de l'autre côté. Et ça, structurellement, on va le voir dans 10 secondes, pour que tu consommes de l'énergie, il faut que la partie réelle de tes... Enfin, le truc qui est structurel, c'est que la partie réelle de ton impédance équivalente soit positive. Et quand la partie réelle positive, c'est-à-dire que vous êtes là, c'est-à-dire que delta phi contre 3 pi sur 2 sur 2, c'est-à-dire que le cosinus, qui est ici, là, est positif. Terminé. Oui. Est-ce qu'on est payé si on injecte de l'énergie? T'es payé, ça dépend avec qui tu négocies. Mais oui. Alors, déjà, t'es pas facturé. Donc, ce qui se passe en fait, c'est quand vous avez de la production chez vous, I se casse la gueule. I au niveau de votre compteur Linky se casse la gueule. D'accord? Jusqu'à ce qu'il tombe à 0 si vous vous équilibrez complètement. Après, vous avez deux choix. Donc, si ensuite vous commencez à produire plus d'énergie que ce que vous consommez, vous allez avoir une intensité qui va ressortir dans l'autre sens. Donc, ça, c'est complètement détecté par les compteurs modernes. D'accord? Et Enedis, c'est écrit. C'est écrit sur ton compteur Linky. Enedis te dit voilà, la puissance que vous êtes en train de consommer. Vous avez puissance consommée, puissance injectée. Donc, c'est des diodes, ils mesurent dans les deux sens. D'accord? Et quand la puissance consommée tombe à 0, et ben, la puissance injectée commence à monter. Et ensuite, c'est pas très compliqué. Si tu n'as aucun accord avec qui que ce soit pour la gestion de ce surplus d'énergie, tu es facturé 50 € par an pour injection anarchique dans le réseau. C'est une amende, en fait. Voilà, tout simplement. Voilà. Non, parce que les énergies en off, c'est chiant. Je vous rappelle l'Espagne l'année dernière, on n'est pas tout à fait sûr que ce soit ça, mais quand même, ça a l'air d'être un peu la piste privilégiée. C'est chiant à gérer, les énergies non concentrées. Parce qu'il faut qu'en permanence équilibrer l'offre et la demande. Sauf que équilibrer l'offre et la demande sur un nucléaire où tu as juste un bouton à faire, c'est facile. D'accord? Équilibrer le moment où tout d'un coup tu as une éclaircie gigantesque sur un quart du pays qui fait que tout d'un coup, pouf, tous les panneaux solaires se mettent à blinder dans tous les sens. Et c'est instantané comme truc, bah, c'est plus pénible. D'accord? Ou inversement, tout d'un coup, blam, ça s'arrête, il y a un truc qui s'effondre, donc c'est assez pénible. Et donc sinon, effectivement, tu as des fournisseurs d'électricité qui te rachètent ton électricité à des tarifs en général fort bas. Ça marche quoi. Mais ça, c'est juste après un accord entre quelqu'un qui a des sous et moi j'ai une licence qui mesure la puissance sortante, la puissance sortante. On est d'accord là-dessus? Donc ça, c'est le facteur de puissance. Ok? On va bricoler un peu. Pour l'instant, on n'a pas utilisé le formalisme complexe, on est d'accord? L'idée, c'est qu'on est sûr que ça ne marche pas. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de bricoler une formule pour retomber là-dessus en utilisant le formalisme complexe. Donc c'est ça que je vais faire. D'accord? Voilà. Donc, pour utiliser le formalisme complexe, on va essayer de fabriquer une formule qui nous donne le même résultat. D'accord? Donc, le formalisme complexe, on bricole une formule donnant le même résultat. Bon. Alors on y va, hein. Ça va pas être compliqué, surtout si vous maîtrisez bien vos complexes. Alors, je la mets directement en orange, puisqu'on va la construire ensemble. Ok. En formalisme complexe, je vous rappelle qu'on manipule les formes exponentielles, d'accord? C'est vraiment les seules qu'on manipule, UM bar, IM bar, d'accord? Donc, je vous rappelle, on a que UM bar, c'est égal à UM exponentielle J phi U, et IM bar, c'est égal à IM exponentielle J phi I, d'accord? C'est mes deux amplitudes complexes associées à U et à I. Comment est-ce qu'à partir de ces deux grandeurs-là, je bricole ce truc-là? Ouais. Non, je ne vous demande pas de partir de là et d'essayer de faire des trucs, je vous demande juste de bricoler une formule qui donnerait le même résultat. C'est dans l'autre sens, d'accord? Encore une fois, on a un modèle et on essaie de faire en sorte qu'il vomisse quelque chose d'intelligent. Ouais. Alors déjà, on va multiplier les deux et multiplier par racine de 2, d'accord? Alors, divisé par racine de 2, je sais pas. Je vais l'écrire en blanc au fur et à mesure, ne notez pas, on va essayer de la construire ensemble, d'accord?
Donc, la proposition de Samy, c'est je prends UM bar, IM bar, et je divise par 2. C'est-à-dire chacun par racine de 2, on est d'accord? D'accord? Voilà. Tu préfères le faire directement comme ça? Voilà, ça c'est la première proposition. Si on fait ça, est-ce que ça marche? Déjà, c'est quoi je vous rappelle que la puissance moyenne, ça doit donner un réel quand même. Là, ça donne pas un réel a priori, ça donne quelque chose qui va... Alors, qu'est-ce qu'on va avoir qui va être bien et qu'est-ce qu'on va avoir qui va pas être bien? Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'on a la valeur efficace des deux. On a effectivement les deux valeurs efficaces. Au niveau du module, ça marchera très bien. Vous voyez que je vais bien avoir UM, IM divisé par 2. Ou U efficace sur efficace, ça se passe très très bien. Par contre, dans mon exponentiel, déjà je vais avoir un exponentiel J au lieu d'avoir un cosinus. Alors on est passé d'exponentiel à cosinus, ça c'est pas dur. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Partie réelle, ok, partie réelle. Super. Mais si on fait ça, on va avoir quoi si on fait simplement le produit? On va avoir phi plus phi. Alors, on pourrait diviser par i, mais là je te répondrai que c'est pas vraiment homogène. Parce que si on divise par i, on perd le produit des amplitudes. Comment on peut faire pour avoir le produit des amplitudes, mais la différence des arguments? Allez, un peu de complexe là. Parce que vous connaissez un complexe qui a un argument opposé au... Le conjugué, tout à fait, d'accord? Donc en gros, en fait, au lieu de multiplier par i, on va multiplier par le conjugué de i. Et ça va nous donner la bonne formule. D'accord? Parce que grosso modo, vous allez bien avoir UM-IM, vous allez bien avoir le facteur 2, et vous allez bien avoir phi u moins phi i. Je vous rappelle que comme la partie réelle du conjugué, c'est la même que la partie réelle du truc d'origine, vous aurez pu aussi prendre le conjugué de u. Et i, ça marche la même chose. Ça marche fort bien dans cette histoire-là. On est d'accord? Donc la formule finale, ça va être ça. C'est la partie réelle, et c'est le seul cas où on utilisera la partie réelle dans tout le cours d'électrocinétique, justement, et on comprend pourquoi, c'est parce qu'on est en train de bricoler un truc dégueulasse, donc à un moment donné, bon, on se débrouille, voilà. Donc c'est la partie réelle de UM, enfin je vais même faire ça, UF bar, facteur de IF bar. Alors comment vous notez le conjugué en maths? Bar, ouais, mais non, là vous êtes d'accord que quand même on va un peu se calmer sur les barres, d'accord, hein, voilà. Et donc en physique, on le note étoile. Il y a trop de barres là, à un moment donné, on va se calmer un peu. D'accord. Donc ça c'est le conjugué. Voilà. Oui. Le conjugué, Il est que sur i, tout à fait. Si vous le mettez sur les deux, bah en fait ça revient au même que de le mettre que sur sur aucun des deux, vu que la partie réelle du conjugué c'est la même chose que ça. Et vous aurez toujours phi moins phi. D'accord. Donc, petite remarque, hein, vous pouvez aussi l'écrire comme ça, en disant que c'est UF conjugué, facteur de IF. Puisque cosinus de phi moins phi, c'est la même chose que cosinus de phi moins phi, ça revient littéralement au même dans cette histoire. Oui. Faut pas le facteur 1 de Si, bien sûr. Non, pardon, non. C'est des efficaces là. Donc, il y a déjà le facteur racine de 2 dans cette histoire, à chaque fois. On est d'accord? Oui. En fait, non, pas vraiment. Je vais l'avoir là pour faire la démonstration qui vient juste après. Tu vas voir. C'est en fonction de à quel point tu as envie de te battre avec les arguments. Tu vois. Et c'est là où c'est, parce qu'il y a une conséquence de ça. Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a bricolé une formule. Vous êtes d'accord que ça marche? Il n'y a pas de problème. Mais en fait, on va pouvoir faire un truc assez rigolo. Si on est aux bornes d'un dipôle d'impédance Z bar. Oui, je t'écoute. Je veux savoir, si on inverse, là, comme vous avez fait, vous avez mis conjugué sur l'autre. Oui. Ça donne pas phi i moins phi. Oui, mais comme cosinus et pair, c'est pareil. D'accord. Comme c'est... Tu peux inverser le truc dans cette histoire. En fait, on sent bien que physiquement, ça ne devrait pas tellement jouer le fait que i soit en avance ou en retard. Enfin, auquel la différence de phase en valeur absolue entre les deux, oui, mais... Enfin, c'est bizarre que tout d'un coup, la puissance change en fonction de ça. En gros, ce que ça te raconte,
très très subtilement, c'est que la puissance moyenne ne dépend pas du sens d'écoulement du temps. En moyenne, surtout pour les fonctions périodiques, si tu te déplaces comme ça ou que tu te déplaces comme ça, tu as fait à peu près la même chose. D'accord. Donc le caractère en retard ou en avance ne devrait pas changer grand-chose. Si on aborde l'épaule d'impédance Z, et ben en fait, on sait donc que UM bar, c'est égal à Z bar, IM bar. On est d'accord là-dessus? Voilà. Et lequel m'intéresse dans cette histoire? Voilà, donc, je vais pouvoir remplacer ici. Vous êtes d'accord que ça marche aussi avec efficace? Et je vais faire ça. Et I efficace bar, c'est égal à Z bar. I efficace bar, c'est juste que je divise par racine de 2 de chaque côté dans mon histoire. Et donc, je vais pouvoir remplacer ici U efficace par Z bar fois I efficace. On est d'accord là-dessus? Voilà, c'est pas compliqué. Donc, la puissance moyenne P, c'est égal à la partie réelle de Z bar, I efficace étoile, avec des barres partout. Et c'est quoi un... Oui. Exactement, d'accord, vous avez un complexe poisson conjugué. Et ça, en fait, c'est tout simplement... Je sais pas pourquoi je le mets en haut. C'est le module de I efficace bar au carré. Autrement dit, l'amplitude de I efficace, enfin l'amplitude efficace, au carré. Et là, vous tombez sur une formule extrêmement importante, c'est que la puissance moyenne dissipée aux bornes d'un dipôle, c'est la valeur réelle de Z bar multipliée par I efficace au carré. Autrement dit, pour une résistance, c'est R amplitude de I au carré divisé par 2. Donc, je vous rappelle que quand on vous parle de tension efficace ou de truc efficace, c'est quand on parle par exemple de 220 volts, c'est la valeur efficace de la tension. Ici, en tout cas, c'est I, mais ça marche très très bien. Et surtout, ça donne un autre résultat. C'est que la puissance moyenne dissipée aux bornes du bobine, ça vaut combien? Puissance moyenne consommée ou produite par une bobine. Bah, c'est facile, hein, c'est I efficace fois la partie réelle de son impédance. Ouais, c'est quoi la partie réelle de son impédance? C'est 0. Condensateur, même punition, même motif. D'accord? En gros, une bobine ne fait que prendre de l'énergie, la restituer, prendre de l'énergie, la restituer, mais à aucun moment ne produit en masse quelque chose ou ne consomme en masse quelque chose. Ce qui fait ça, c'est la partie réelle, c'est-à-dire la partie résistive. Oui. Ouais. Parce que tu as appris ton cours d'hier. Et tu sais que le module d'une amplitude complexe, c'est l'amplitude elle-même. Le module de XM bar, c'est XM. D'accord. Voilà. Non, mais il y a un peu de gymnastique à prendre hein, quand même. D'accord. Mais c'est pas méchant. Oui, je t'écoute. On ne sort pas. Ah, parce que la partie réelle d'un nombre. C'est un nombre réel positif quand même. C'est le module au carré. Donc la partie réelle de A fois Z, si A est un réel positif, c'est. Enfin, même si A est un réel tout court par ailleurs, pas besoin que c'est positif. C'est A fois la partie réelle de Z. D'accord. Ça pas de problème cette histoire. D'accord. Pour répondre à la question de Noah tout à l'heure, pourquoi on préfère l'une à l'autre, bah, c'est simple. Ici, je vais faire la même, mais avec l'admittance. Et donc, c'est là que je vais utiliser pour faire le boulot. Donc, on est parti. Alors, on a aussi, ça peut être très pratique si vous avez des dipôles en parallèle, parce que c'est l'admittance que vous allez utiliser. Donc, on est parti que la puissance moyenne. Alors, on a aussi que, je vais le faire autrement, que I efficace bar, c'est égal à Y bar, facteur de U efficace. Donc là, c'est juste aussi histoire de vous rappeler que Y bar, ça existe. D'accord? Que c'est l'équivalent de la conductance. Donc, la puissance moyenne. Et ici, je vais remplacer celui-là. C'est ça que je fais. Non, pardon, je vais remplacer celui-là. Je vais remplacer I efficace par
Y bar, UF bar, et vous voyez que je vais avoir pareil le module au carré de ça. Donc ça va être la valeur moyenne de U efficace bar étoile multiplié par Y bar U efficace bar. Je vais pouvoir sortir la même chose avec U efficace au carré fois la partie réelle de Y bar. Si vous avez envie de le faire comme ça marche fort bien. Voilà. Oui. Et pour les conditions, on avait cette barre valait 0, c'est ça? Non, Z bar vaut pas 0, mais la partie réelle de Z bar vaut 0. Parce que mais du coup, si on a l'inverse, ça pose pas de problème que. Enfin, si on a Y bar avec la partie. Oui, mais la partie réelle. Attends, non. Stop. La partie réelle de l'inverse, c'est pas l'inverse de la partie réelle. D'accord? D'accord? L'inverse n'étant pas une opération linéaire, ça se passe pas bien. C'est pas la partie réelle qui pose problème, c'est l'inverse. Donc, Y bar, c'est pour une bobine par exemple, c'est toujours un imaginaire pur, mais à cette fois la partie imaginaire pardon, négative. Mais la partie réelle vaut toujours 0. On va pas changer ça. Il n'y a pas de partie réelle infinie dans cette histoire. D'accord? Faites attention, hein, c'est pas Z bar qui vaut 0, c'est sa partie réelle. Bien sûr, Z bar vaut pas 0 dans cette histoire. Ça là, le U efficace carré, enfin le U efficace, c'est le 220 volts que vous avez chez vous. Toute la conversation qu'on a eue tout à l'heure sur est-ce que le cosinus peut être machin chose, ça vient d'un théorème de fond qui est qu'à aucun moment un dipôle passif ne peut avoir une partie réelle négative. D'accord? Donc à partir du moment où un dipôle passif ne peut pas avoir de partie réelle négative, ça signifie que la puissance reçue, quoi qu'il arrive. Vous êtes d'accord que c'est la puissance reçue? On est encore sur récepteur. La puissance reçue est forcément positive ou nulle dans le meilleur des cas. D'accord? Ça ne peut pas être négatif si vous avez un dipôle passif. On est d'accord là-dessus? Ça tourne là? Ouais. La puissance moyenne, elle n'est pas forcément nulle. Non. Non, pour une résistance, elle n'est pas nulle. C'est pour ça que tu consommes de l'énergie. Mais ce que ça vous raconte, c'est que dans un circuit électrique, la seule chose qui consomme de l'énergie, c'est les parties résistives. Voilà. En gros, in fine, et ça c'est un truc qu'on revient en thermodynamique, tout ce que vous faites avec de l'électricité, à la fin, c'est chauffer l'air. En l'ayant plus ou moins utilisé intelligemment entre les deux. D'accord? Mais toute la puissance que vous récupérez, vous faites des trucs, des machins, vous faites des bidules, des machins chauds et tout, mais à la fin, ce qui consomme vraiment de la puissance, c'est les résistances. D'accord? Résistance réelle ou résistance entre guillemets simulée, c'est des résistances qui correspondraient éventuellement à des actions mécaniques derrière. Et donc au frottement à l'arrivée. De toute façon, c'est ça que vous êtes d'accord, hein? Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord en fait, vous n'avez peut-être jamais réfléchi à ça, mais si vous êtes en voiture par exemple et vous roulez à vitesse constante, l'énergie que vous dépensez ne sert qu'à chauffer l'atmosphère quand même. Enfin, vous dépensez que les frottements, quoi, globalement. Une voiture sur terrain plat à vitesse constante dans le vide ne dépense pas d'essence. D'accord? Bah non. Et avec un moteur bien huilé quand même. D'accord? Voilà. Ok. Et petite remarque, comme les frottements augmentent en V carré, c'est pour ça qu'il y a une différence significative entre rouler à 110 et rouler à 130. Parce que l'augmentation de 20% de la vitesse, c'est une augmentation de 40% de la force de frottement. Voilà. Juste pour information. On est d'accord là-dessus? Sur cette histoire? Bon, on reviendra là-dessus, sur les choses là. Donc, si vous voulez... Donc, pour le coup, il faut bien voir ce paragraphe comme une espèce de paragraphe qui tombe un peu sur la soupe comme ça, en mode, ok, on aimerait bien continuer à utiliser le formalisme complexe. Comment est-ce qu'on fait si jamais on a une question sur la puissance, pour pas tous recoltiner en cosinus, en sinus et en machin, vu qu'on a quand même tout fait pour se débarrasser de ce truc-là. C'est quand même un peu con de devoir revenir au formalisme sinusoïdal pour pouvoir faire 3 calculs. Petite remarque, si on vous demande la puissance instantanée, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de formule. Ce qui est normal parce que la puissance instantanée dépend du temps. Or, le formalisme complexe, il n'y a plus de trace du temps dedans. Donc il est plutôt normal qu'à un moment donné, vous soyez obligé de ça. Petite remarque, j'en profite. Dans n'importe quel exercice, problème ou quoi que ce soit sur le formalisme complexe, il est anormal que vous tombiez sur du temps dans les équations. Donc si jamais vous avez un cosinus oméga t qui se balade dans un truc, c'est parce que vous avez raté une transposition. Il n'y a pas de temps, nulle part, à aucun moment. D'accord? Voilà, je dis ça. C'est pas l'expérience qui parle, mais bon. Voilà. Oui? Et si jamais on voulait calculer la puissance reçue par une bobine à un moment du coup? Puissance instantanée? Bah là, tu reviens à cosinus sinus et tu te fais chier, quoi. Voilà. C'est tout.
il y a du temps, et du machin. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, en fait. Hein, voilà. En dehors de la valeur. Mais en fait, il faut bien comprendre que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, en fait. Alors, même pour du 50 Hz, c'était quand même un truc à basse fréquence, finalement. Tu t'en fous de savoir ce qui se passe à un instant donné sur ta bobine, quoi. Je te rappelle qu'en une seconde, le truc fait 50 oscillations, d'un point de vue strictement expérience humaine. Ce qui se passe à pico seconde près, t'en as rien à foutre, quoi, tu vois, globalement, quoi. Donc, c'est surtout la valeur moyenne qui nous intéresse. Mais sinon, si tu as vraiment envie d'avoir la puissance instantanée, pour la tracer gentiment en fonction du temps, bah voilà, t'as pas le choix. Parfait. Puissance moyenne, voilà. Ok, superbe. On est bien. C'était celui-là. Vous voulez que je vous la mette en orange? Ouais. Je vais l'écrire en orange. Alors, c'est important dans un cas. Imaginez, vous avez des dipôles en parallèle et on vous demande la puissance dissipée aux bornes de ce groupement-là. C'est plus facile de calculer Y bar que calculer Z bar. Parce que comme ils sont en parallèle, c'est les admittances qui s'additionnent. Donc ça, il y a quelques cas d'application où c'est important. Voilà. Donc la puissance moyenne, c'est UF au carré multiplié par Y bar. Pardon. Autant pour moi. Voilà. Qui est la partie réelle de 1 sur Z bar, mais surtout pas l'inverse de la partie réelle de Z bar. Donc, si vous vous souvenez des conversations qu'on avait avec Camille avant les vacances, c'est ça qui vous raconte que si vous mettez un fil sur une prise, la puissance consommée tend vers plus l'infini, et donc à un moment donné, vous faites sauter quelque chose, quoi. D'accord. Voilà. Ça, c'est important, parce que Y bar, la partie à l'Y vaudra 0. D'accord. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a une formule de puissance moyenne à retenir ou Bon, il n'y en a que deux, là. Ah oui, oui, les trois, ouais. Alors en fait, en vrai, c'est plus au programme, mais bon. Mais enfin, bon, je sais pas, moi, je peux pas faire un cours sans parler d'un aspect énergétique, quand même, à un moment donné. Voilà. Surtout qu'en plus, en termes d'électricité pratique, encore une fois, quand on vous dit qu'on est sous 220 volts, c'est U efficace. Hein. C'est pas UM, justement, parce que quand vous voulez faire un calcul de puissance, vous appliquez RI carré, ou U carré, enfin là, en l'occurrence, U carré sur R, et puis, bah, ça marche, d'accord? Ça vous permet de faire une transposition de vos formules de continu en alternative sans vous poser de questions et sans avoir de prise de tête de racine de 2 dans tous les sens. D'accord? Juste. Bien. On a enfin, et ça je vous le balance directement de la même façon que vous avez balancé ce truc-là dans le premier chapitre, que la somme des puissances moyennes fournies est égale à la somme des puissances moyennes reçues. Voilà, sans aucune forme de problème. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, et ça, c'est donc égal à la somme des puissances reçues. Et quels sont les seuls dipôles qui, en valeur moyenne, reçoivent une puissance non nulle? Les résistances. Oui. Puissance reçue, somme des puissances reçues. Et en fait, ça c'est hyper intéressant parce que si on vous demande de faire un bilan de puissance dans un circuit en régime sinusoïdal forcé, vous pouvez littéralement oublier tous les dipôles de type condensateur bobine dans le bilan de puissance, vu que vous savez que la valeur moyenne de la puissance à leur borne vaut 0. Donc vous pouvez prendre un truc hyper compliqué avec plein de condensateurs, plein de bobines et une résistance. Vous savez que la puissance fournie, c'est la puissance qui sera consommée par la résistance. Tout le reste, c'est juste de là des intermédiaires pénibles qui vont le récupérer, leur donner, mais en moyenne, ils font rien. Ouais. Je me dis que la puissance moyenne d'une bobine d'un entraîneur vaut forcément 0. Parce que la partie réelle est nulle. Parce que Z bar, c'est forcément l'imaginaire. C'est quoi cette barre pour une bobine? Ah oui, c'est...
Voilà. Il y a beaucoup de choses ici, hein. Enfin, il n'y a pas tant de choses que ça, mais il faut... D'accord? Bien. On a fait de A jusqu'à K. On est pas mal là, d'accord? Voilà. Souvenez-vous toujours de A, d'accord? On veut déterminer des grandeurs sinusoïdales, leur amplitude et leur phase. Enfin, ça c'est déjà B, d'accord? Voilà. Ok. Et donc maintenant, on va pas faire... qu'est-ce que... Attends, je regarde. Ok, pourquoi j'ai appuyé ça filtre? Faut que je refasse mes questions de cours, je suis pas content. Ok, c'est pas grave. Ok. On va finir ce cours, il n'y en a pas pour longtemps. La suite du cours, c'est une application que vous devez connaître par cœur de ce qu'on va voir maintenant. Parce que vous devez la connaître par cœur, parce que ces comportements-là sont des comportements typiques, d'accord? Que ce soit en électrocinétique ou en mécanique. Et donc, on va voir ces deux trucs-là maintenant. Et donc, c'est explicitement au programme. Donc, c'est aussi important que l'oscillateur harmonique, les systèmes d'ordre 1. D'accord? Et donc, c'est le grand... C'est un grand 2, c'est... Je fais un grand 2, non, je fais un petit... Ouais, je fais un petit, ouais. Ouais. Petit 5. Étude du RLC série en régime sinusoïdal forcé. Voilà. Donc on va faire la mise en place. On va définir... Les questions de cours, vous les voulez absolument aujourd'hui? Ou est-ce que je peux les refaire parce que je suis pas content, il y a des choses qui manquent et je suis pas content de l'ordre. Hein? On n'est pas pressé. Vous êtes pressé? C'est bon. Non, mais je les ai imprimés, mais je suis pas content, là, il y a des choses que je sais pas... Voilà. Elles sont sur le NT si vraiment vous voulez bosser dessus, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Mais il y a 2-3 petits changements. Oui, mais je sais que vous n'allez pas les bosser à fond pour samedi. Puisque... Ah, mais c'est vrai que je vais vous dire, elles sont au programme de... Non, pardon. Petit coup de pression. Cadre général, l'idée est la chose suivante, c'est que on va aussi, de la même façon que j'ai fait avec l'exemple d'hier, on va se servir de ce truc-là pour voir comment ça fonctionne, etc. etc. D'accord? Donc, le cadre est très simple, on va le résumer par un schéma. C'est pas mortel. Donc, vous avez un circuit soumis à une tension sinusoïdale qui est E cosinus oméga t, d'accord? Et vous avez un R, un L, un C en série. Et je commence à faire des circuits comme ça, pour vous habituer au fait que les circuits ont l'air ouverts mais sont fermés. C'est la masse. C'est le troisième fil. Ouais. C'est un E cosinus oméga t. Oui. Oui, bien sûr, il y a un fil là. Bon, allez, je vous embête pas, je fais ça. Pour l'instant, je fais ça. Allez, je vais être gentil. Voilà, je commence à mettre des masses, voilà. Très discret. On est d'accord? On a un circuit, alors vous allez dire oui ou non à chaque question, linéaire, avec un générateur sinusoïdal, avec une source de dissipation. Donc on peut passer en formalisme complexe. D'accord? Voilà. Rédaction de base, on a les 3 points, donc on peut sans aucune forme de problème transposer ce truc-là en formalisme complexe. Vous voyez que je fais un espèce de schéma bizarre avec un C qui ressemble même pas au CD complexe. Enfin voilà, c'est très artistique ce truc. Vérifiez toujours que ces 3 choses sont vérifiées. Le R en général ça va, mais c'est vrai que si vous avez un oscillateur harmonique, méfiez-vous. Vérifiez le générateur surtout. Voilà.
Alors, on va voir si vous avez compris. Mon générateur se transforme en quoi? Ouais, en générateur de tension continue, effectivement, dont la force électromotrice vaut E. Mais t'avais une question sinon? Non, c'est bon. Ma résistance se transforme en quoi? En une impédance de valeur, enfin, grand R, là, pour le coup. Prenez vraiment l'habitude de dire impédance à chaque fois, hein, c'est pas les mêmes bestioles, donc dites pas une résistance via l'oméga, c'est vraiment une impédance. Et ici, pareil pour la résistance. Ma bobine se transforme en impédance de JL oméga. Et mon condensateur se transforme en une impédance de valeur 1 sur JC oméga. Voilà. Vous voyez que pour l'instant, je n'ai même pas paramétré ma maille. Je vais quand même le faire. Donc, il faut que je fasse quoi? Première étape, paramétrer les intensités. Alors, les intensités, ici, c'est peut-être un peu beaucoup dire. Il n'y en a qu'une seule, d'accord? L'intensité. Je mets un petit i ou un grand i? Je mets un grand i ou un grand IM bar ou un petit bar ou je mets quoi? Un grand IM bar, d'accord? Donc, on prend l'amplitude complexe, qui est une constante, mais c'est l'amplitude complexe, donc on y met une petite barre derrière, d'accord? Et je vais avoir, donc il y en a 3 grandeurs qui vont m'intéresser. UCM bar, ULM bar, URM bar. Voilà mes 3 grandeurs. Là, j'ai surparamétré le circuit, il n'y a pas grand-chose de plus à faire dans cette histoire. On est d'accord là-dessus? Non, URM bar, c'est une virgule à chaque fois. C'est juste que... Oui. Le R dans les indices. Le M, pardon. L'amplitude, ça se note toujours avec un petit M comme ça. Donc on la traîne depuis le début. Voilà, c'est EM, c'est toujours ce truc-là. Ou tu vois que là, le M est passé à la trappe. Hein. Ça peut arriver qu'on les appelle UR bar tout simplement parce que ça nous emmerde à un moment donné de mettre le petit M. Mais... Voilà. On est d'accord là-dessus? On a donc un magnifique circuit à une maille. Un circuit à une maille, c'est un circuit relativement en série, d'accord? Donc c'est très sympathique parce que c'est à la fois un truc où vous pouvez trouver IM bar directement, d'accord? Ou un truc où vous pouvez trouver n'importe laquelle des tensions, puisque en fait, chacun des dipôles est dans une configuration point diviseur de tension. On est d'accord? Avec E, la tension globale sur l'ensemble de nos 3 impédances, et ce que vous voulez, UCM bar, ULM bar, etc., etc. Donc on va regarder ça un peu dans le détail, et on va s'intéresser pour l'instant, il y en a 2 qui vont m'intéresser, c'est UR et UC. Donc on a en fait UCM bar qui vaut quoi? Je commence par UC. Oui, je t'écoute. Hein? Ouais, c'est pas grave. Tu veux que je la remette? Ok, je la remets. C'est pas le truc le plus important de la Terre, le point de masse, mais effectivement, ouais. C'est juste si je branchais un oscilloscope, il faut que je me souvienne d'où c'est. UCM bar, donc, comment je fais pour calculer ça? J'ai un magnifique point diviseur de tension, d'accord? Donc, je prépare la structure de mon point diviseur de tension. Ma tension globale, c'est quoi? C'est E. L'impédance de la tension qui m'intéresse, c'est quoi? C'est 1 sur JC oméga. Et ensuite, je ne me pose pas de questions. Je fais la somme des 3 impédances. Sans me poser de questions majeures. On est d'accord? Comment je fais pour... Alors, encore une fois, c'est vraiment des réflexes que vous devez avoir. Vous ne laissez jamais, sauf si vous avez vraiment une intention hyper forte de faire un truc incroyable à l'arrivée, vous ne laissez jamais des fractions à plus de 2 étages traîner. Donc là, effectivement, la recette est très simple. On multiplie numérateur et dénominateur par... Pareil, vous ne me faites pas, je divise par la division, donc ça revient à la division de la division, si on avait pensé que ça diviserait, mais en fait non. D'accord? Non, vous faites des multiplications. Ok? Donc là, on multiplie numérateur et dénominateur par JC oméga. Je vais en profiter pour remettre mon petit E. Mettez-le là, le E, parce que vous l'avez vu hier, il a une tendance à se barrer en vacances au bout de 3 lignes de calcul extrêmement forte. Surtout quand vous avez commencé à travailler avec les filtres, où ce qui vous intéressera, c'est UC sur E. Et donc, effectivement, vous n'avez que des trucs, voilà. Donc, mettez le E là, comme ça, au moins, vous le verrouillez.
et il s'en va pas. Au dénominateur, si je multiplie tout par JC oméga, j'ai donc un 1 ici. C'est normal, c'est le même terme. Donc vous avez toujours un 1 qui sort quand vous faites ce genre de conneries, parce que vous avez le même terme en haut et en bas. D'accord. 1. Vous avez un magnifique terme en moins LC oméga 2, d'accord, le moins venant du fait que J carré vaut moins 1, d'accord. Et vous avez un magnifique terme en RC oméga. Vous retrouvez les trucs habituels. LC oméga 2. C'est un temps au carré fois l'inverse d'un temps au carré, donc sans dimension. Je te remercie. Et RC oméga, qui est effectivement sans dimension. Donc, à partir de maintenant, vous avez deux choix pour apprendre vos formules d'homogénéité. Soit vous dites RC est un temps, L sur R est un temps, LC est un temps au carré. Chose que vous avez déjà apprise avant. Soit vous le reformulez en disant LC oméga 2 c'est sans dimension, RC oméga c'est sans dimension, L oméga sur R c'est sans dimension. Ce qui revient littéralement au même. Vous prenez celle qui vous plaît le plus. D'accord. Voilà. Je fais ça propre. Bien. Et alors maintenant, on va faire un truc extrêmement important. C'est que, comme on est vraiment des feignasses, mais là on va pousser le truc jusqu'au bout, d'accord? On a un polynôme de quel degré en bas? 2, ça c'est normal, c'est l'équadif du circuit en fait. Et dans les... Ben oui, dérivée seconde, dérivée première, dérivée 0, d'accord? Et comme on était des vieilles feignasses avec les équadifs et qu'on s'est dit pourquoi se faire chier à résoudre des équadifs différentes alors qu'on pourrait en fait qu'en résoudre qu'une seule, quoi qu'il arrive, on est d'accord que c'est ça le chapitre que vous avez fini de bosser. On résout toujours la même équadif au second membre près. Là, ici, on va résoudre toujours les mêmes fractions au numérateur près. C'est exactement ça que ça vous raconte, hein, quand même. C'est la même chose. Vous n'avez pas encore dézoomé, mais c'est ça le principe. Donc, on va faire exactement la même chose avec ces espèces de fractions-là que ce qu'on a fait avec les équations différentielles. On va identifier une forme particulière du dénominateur et on va introduire oméga 0 et Q, de telle sorte d'avoir des formes canoniques, et en plus quand même, d'accord, pastèque sur le gâteau, que ce soit le même oméga 0 et le même Q que celui qu'on avait dans l'équation différentielle. D'accord. On fera ça vendredi, puisque là c'est un peu... je ne vais pas faire ça, mais voilà, je vous lance un peu la suite. Ça fait déjà pas mal de choses à regarder.